Donc voici la feuille de personnage d'Anselme, le personnage de Meblo. Alors avec un onglet bio et info où il y décrit son background. Donc voilà, Meblo, écrivain de qualité. Voilà, tout est bien paragraphé, structuré, les thèmes, tout est voilà, carré. Dans le deuxième onglet, on a la feuille de personnage. Et donc pour Simon Le Forestier, le personnage de Sebaka, ça va être la même, hein, un onglet bio et info aussi, et un onglet feuille de personnage où les statistiques du personnage sont affichées pour lui. Et comme j'ai le rôle de compteur, je peux moi y avoir aussi accès à n'importe quel moment. Et c'est pour ça que je peux vous montrer voilà, à quoi ça ressemble. Et effectivement, les feuilles sont fournies sur Roll20. Pour ça, il faut indiquer au début de la création de la table virtuelle ou du salon virtuel, on va dire, quelle mécanique de jeu on va utiliser. Donc là, j'avais mis Vampire The Dark Ages ou Vampire l'âge des ténèbres, et donc les, les règles sont adaptées à la feuille de personnage pour euh, coller au mieux pour que tout le monde soit d'accord sur les règles qu'on utilise. Donc voilà, il y a des compétences, des attributs, voilà, des concepts, des avantages et voilà, différentes statistiques qui vont permettre de suivre un peu l'évolution du personnage dans l'histoire, dans le jeu. Alors, tout est en anglais, mais c'est par choix. On peut bien sûr passer Roll20 en français. Voilà, je n'ai pas été jusqu'à demander à mes joueurs de faire un background en anglais. Mais après, les traductions sont assez simples. Donc là, je présente la feuille de Simon, le forestier. Ah, ça, c'est son surnom, hein. Son vrai nom, c'est Simon Lachambre. Euh, Famille noble, un porteur d'armes. Voilà, avec tous les détails de la création de son personnage. Hum, Par exemple, euh, toute l'histoire de sa vie d'humain avant qu'il ne soit choisi par un créateur et qu'il ne soit transformé en prédateur nocturne immortel. Et ensuite, sur la feuille de statistiques, voilà, les points associés à ce qu'il a pu apprendre au cours de sa vie d'humain, puis ensuite au cours de sa vie d'immortel, et les pouvoirs associés, tous les détails qui illustrent le changement de nature entre leur passé d'humain et leur nouvelle vie d'immortel, de mort-vivant. Est-ce que Sebaka ou Meblo, l'un ou l'autre, vous voulez peut-être commencer pour présenter votre personnage? Eh ben, Comme Anselme, puisque tu as lancé l'idée, je propose que tu ouvres le d'accord, bal. je vais ouvrir le bal donc. Alors Anselme, Anselme Leblond est un homme de la classe laborieuse à l'époque médiévale. C'est un paysan, il n'a pas de titre de noblesse, il n'est pas promis à être dans les ordres. Il travaille, euh, c'est son lot, c'est sa destinée, en tout cas initialement. C'est un orphelin, Anselme. Il a été recueilli par un juif qui était philosophe naturel, un mélange d'herboristerie, d'alchimie, d'une personne qui avait quelques connaissances et qui a décidé de prendre un apprenti sous son aile, hein, un servant, faut dire Où ce qu'il ça? est.
À proximité de Paris, nous Ah, étions, hmm, à l'époque. Et, euh, et donc, son maître, qui le traitait un peu durement, hein, comme on le faisait à l'époque, il faut dire que pour lui, tout était normal, lui a quand même inculqué de petites choses, mais c'est surtout par la curiosité qu'Anselme brillait. Anselme, il allait dans les sous-sols de son maître, récupérer ses ouvrages, expérimenter par lui-même avec les ustensiles qui étaient présents, des choses extrêmement rares à l'époque, un alambic provenant d'une croisade précédente rapporté. Voilà, Anselme, c'était un curieux. Et, euh, et dans sa philosophie personnelle, hein, le petit Anselme, il a commencé à comprendre que ce n'est qu'en travaillant dur, qu'en souffrant un peu, que l'on apprend à devenir un homme dur et un homme de connaissance. d'ailleurs, c'est sa curiosité qui a poussé son maître à le choisir comme apprenti. Exactement. Et donc ce petit Anselme qui grandit progressivement, il est encore un tout jeune homme. Euh, 16 ans à l'époque, on est un tout jeune homme, on est normalement prêt à être marié et avoir des enfants. Euh, il croise dans la forêt, alors qu'il était en partie faire de la cueillette, en début de soirée, hein, un, un être étrange, un homme d'armes, affalé sur le sol, ensanglanté, du nom de Gilpin. Et Gilpin est un seigneur de la nuit, blessé. Il remarque le petit Anselme qui l'aide à se remettre sur pied et qui est surpris par la sagacité et l'esprit de ce jeune homme, de ce jeune laborieux. Gilpin décide alors de proposer à Anselme un choix qui va marquer tout le reste de sa vie, qui sera courte, et de sa non-vie, qui est censée être éternelle. Gilpin lui propose de devenir un seigneur de la nuit, d'utiliser sa force et la force qu'il a dans son sang pour devenir un mort-vivant. Anselme accepte et il se fait tuer par Gilpin, qui le draine entièrement de son sang, comme une bête affamée. Affamé Anselme par se les réveille, blessures, peut-être. affamé par les blessures, exactement. Anselme se réveille peu après, l'esprit trouble, le sang qui bouillonne en lui, une envie de tuer, une envie de meurtre imminente. En complète frénésie, parce qu'Anselme ne sait pas contrôler encore la nouvelle bête qui se trouve à l'intérieur de son sang, qui est tapie au fond de lui et qui n'attend qu'une seule chose, être nourri, qui se réveille. Et il se retourne contre son ancien maître et lui montre à quel point maintenant Anselme est le plus fort. Ce massacre originel, hein, la mort de son maître, c'est le péché mortel, le premier péché mortel qu'Anselme commet. Son maître n'est pas Gilpin, un peu son nouveau maître, son créateur, son sire, mais il s'agit du maître apothicaire, le vieux philosophe naturel juif, qui l'avait adopté et dont il s'occupait un peu violemment à l'époque. Gilpin est satisfait de son nouvel apprenti. Il lui apprend les quelques ficelles qui vont lui permettre de survivre à sa non-vie, hein. La chasse, qui est très importante pour nous vampires. Notre seul moyen de subsister en ce monde est de nous nourrir sur les mortels, de leur prendre leur fluide vital, de leur prendre leur vitae, pour la faire nôtre. Il lui apprend aussi à craindre le soleil, notre ennemi éternel. Nous sommes maintenant des seigneurs de la nuit. Anselme apprend, et en récupérant les connaissances de son maître, son matériel d'alchimiste et de philosophe naturel, Anselme se met sur les routes, envoyé par Gilpin à un monastère pour continuer son apprentissage auprès d'un nouveau mentor. Voilà.
C'est le début des chroniques de Vampire, l'âge des ténèbres, avec Anselme et notre conteur Manéric. Alors, pour précision, ce nouveau mentor, cette personne vers qui Gilles Pin, le sire seigneur de la nuit d'Anselme, vers qui il l'envoie, c'est lui aussi un seigneur de la nuit. Car Anselme ne pourrait pas continuer à apprendre auprès des vivants, étant maudit de la lumière du soleil. Désormais, les, les, les vampires sont prisonniers de la nuit. Et garder le contact avec les vivants est extrêmement délicat pour eux. Donc c'est logiquement qu'il l'envoie vers un mentor, un sage, un conseiller, qui se cache parmi les vivants en ayant une apparence et un statut de vivant. Il se fait passer pour un abbé. Et c'est extrêmement pratique à cette époque pour un vampire, enfin ce qu'on appellera plus tard un vampire, de pouvoir se dissimuler dans une abbaye au cœur d'un site religieux, cacher sa nouvelle nature. Voilà. Excuse-moi de... Je t'ai coupé. Non, non, tu fais bien, tu fais bien. Ok. C'est informatif. Voilà. Et donc, Anselme, c'est un jeune homme qui a essentiellement des caractéristiques mentales. Hein. Il est très intelligent, surtout pour son époque. C'est déterminé par ses caractéristiques que tu peux voir sur sa fiche, si tu veux la montrer, Manéric. Je la réaffiche. Et alors, juste pour précision, pour que les gens aient une idée, les attributs vont de 1 à 5 sur une échelle de valeur. Voilà, et donc Anselme est surtout intelligent, perceptif. Wits, c'est son astuce, il est vif d'esprit. Étant de la classe laborieuse, il a aussi quelques attributs physiques. Hein. Il est endurant, a force de manier les différents ustensiles de son ancien maître mortel. Il a appris à manipuler les choses avec un petit peu de dextérité, d'agilité. Il est en force comme un homme normal de son époque. Il ne brille pas par cet aspect. Initialement, ses caractéristiques sociales étaient tout à fait normales pour un jeune homme de son âge, de la classe laborieuse. Il n'a jamais brillé par-dessus. Mais par le temps qui a passé, hein, sa maîtrise des choses de la nuit, il a acquis un peu plus de charisme. Il est un peu plus charismatique qu'avant. Ça a quelques avantages d'être immortel, après tout. Voilà. Et après, tu peux voir que vous pouvez voir que par ces différentes connaissances, Anselme a appris donc, cette caractéristique de médecine qui est en fait ici pour noter son appétence pour les herbes médicinales de l'époque. La connaissance du foyer, hein, House Wisdom, qui sont les histoires de bonnes femmes qu'on raconte, la sagesse populaire, des choses qui ont du sens pour nous à l'époque. Il a su apprendre avec le temps à lire le latin et ses connaissances académiques, la grammaire, la rhétorique, le latin, qui sont nécessaires parce qu'il a vécu dans une abbaye par la suite, lui ont permis de passer pour quelqu'un d'une autre classe que sa classe initiale. Ça lui Encore une permettait fois, aussi de traduire des parchemins et les livres de son ancien maître apothicaire, le vieux philosophe naturel de la banlieue parisienne. Exactement. Et Anselme est devenu aussi avec le temps un peu filou. Il a l'habitude de se faufiler un peu de partout.
C'est un maître dans l'art de subtiliser les choses. Déjà enfant, il était habitué à se rendre en secret et en cachette dans la cache de son maître pour lui dérober les précieux parchemins et les ustensiles qui existaient. Donc il a acquis un certain toucher dans tout ce qui est le larcin, le vol, qui est marqué sur cette fiche par la caractéristique Ledger des Nine. Alors j'aime à dire que le profil d'Anselm, c'est un peu un survivant urbain. Et à l'époque, c'était assez rare. Il fallait vraiment vivre près d'une immense ville pour pouvoir acquérir ces connaissances en survie urbaine. Et Paris était l'endroit parfait pour y développer en fait toutes ces connaissances, un peu ces trucs et ces astuces de savoir survivre dans les rues. En particulier parce que son commerce, la philosophie naturelle, était assez réprimé à l'époque. Ouais, c'était mal vu, ouais. C'était très mal vu. Il fallait jouer d'un peu de subterfuge pour s'introduire, vendre aux gens qui avaient vraiment besoin de soins. À l'époque, Plus que de prières. plus que de prières, pour faire passer cette chose dans le cœur d'une ville comme Paris, on est en pleine construction de la cathédrale De Notre-Dame. Notre-Dame, oui. Le nombre d'artisans qui se rendent sur la capitale faisait qu'il y avait nécessité pour une médecine peut-être un peu plus Parallèle, dirigée plus vers le corps que vers l'esprit c'est ça. à cette époque. Et c'est comme ça qu'Anselme écoulait ces herbes qu'il récoltait dans la forêt à proximité de la ville. Et il fallait être un petit peu astucieux, jouer un petit peu de tour de passe-passe pour éviter l'autorité religieuse qui sévissait à l'époque. Oui. C'est ainsi qu'Anselme a développé toutes ces petites caractéristiques de voleur, on va dire, de survivant urbain. Oui, à l'époque, la religion réprimait tous ceux qui allaient à l'encontre du dogme que voilà, c'était la prière qui soignait et que c'était Dieu qui décidait du destin des hommes et non pas les hommes. Donc les philosophes naturels qu'on peut appeler aussi apothicaires et ils étaient chassés car ils n'avaient pas l'éducation religieuse requise, demandée par les autorités religieuses dans toute l'Europe. On peut passer à la suite. Anselme, étant un seigneur de la nuit, il a acquis une maîtrise sur le sang surnaturel qui lui permet de par son origine de caïnite, de seigneur de la nuit, Sa de lignée de sang. modifier Oui. et sa lignée de sang, de modifier quelques-unes de ses caractéristiques physiques ou mentales euh, par le sang, par cette magie qui est cachée dans notre substance vitale, la vitae. Et donc Anselme possède ce qu'on appelle des disciplines. La première notée sur sa fiche, la présence, lui permet d'avoir une aura surnaturelle qui font que les gens ont tendance à être d'accord avec lui, ou effrayante. La présence démultiplie ton charisme pour en faire une aura magnétique, qui peut être sympathique ou menaçante, oui. Exactement. Cette deuxième discipline, potence, la puissance, permet de concentrer le sang dans les muscles en rendant le caïnite surpuissant. Ça permet à... Ça aide aussi à ce que les autres soient d'accord avec. Ah, souvent, la loi du plus fort est toujours celui qui a raison, c'est celui qui est le plus fort, oui. Anselme, en concentrant son sang, peut faire des bonds prodigieux. Il peut briser les os facilement. Les gens lui résistent peu physiquement. Et ça peut lui servir beaucoup dans certaines situations. La troisième discipline, la célérité, permet aussi, en concentrant le sang, de se déplacer à une vitesse surnaturelle. Anselme, en un instant, peut se retrouver
à côté de vous alors qu'il était à l'autre bout de la pièce. Il peut avoir fait apparaître sa dague dans sa main de manière complètement surnaturelle et vous avoir déjà frappé 2 fois avant même que vous vous en rendiez compte. Par le temps, Anselme a acquis d'autres disciplines. L'une d'elles, l'animalisme, en échangeant son sang avec Simon. Et par un apprentissage régulier auprès de celui-ci, Anselme a su commencer à apprendre à parler aux animaux, comme si, comme sa bête intérieure parle avec lui-même. Je peux, en croisant le regard d'un rat, d'un chat, d'un oiseau, comprendre comment est-ce qu'il pense et lui imprimer, parfois, ma volonté. À l'époque, l'animalisme est extrêmement important comme discipline parce que les animaux sentent la menace latente chez les seigneurs de la nuit. Leurs instincts leur indiquent qu'ils sont des prédateurs extrêmement dangereux et les animaux réagissent souvent par la fuite au passage des seigneurs de la nuit. Ça peut être un moyen pour les mortels d'ailleurs de détecter des seigneurs de la nuit cachés parmi des mortels. Mais animalisme permet de donner l'impression aux animaux alentours que il y a un lien entre le seigneur de la nuit qui possède animalisme et eux, et qui calme leur peur et leur fait croire qu'ils sont inoffensifs. Et donc animalisme est une discipline extrêmement importante à l'époque pour ne pas éveiller les soupçons et puis pour utiliser les animaux qui sont partout. Bien, en continuant, on a les historiques, notés background sur la fiche, qui représentent un petit peu la trajectoire historique d'Anselme, et certains de ces historiques vont être acquis aussi pendant la partie. Le premier sont ses contacts, évidemment, étant donné qu'il a un commerce un peu illicite à l'époque. Il a besoin d'avoir quelques personnes de contact en ville qui lui permettent de passer inaperçu. Tout seul, il ne pourrait pas des indicateurs ou des... Voilà, des informateurs. Anselme a acquis des ressources. Ça, avec l'expérience, il a pu obtenir par sa vente de potions et de filtres pour soigner les maladies, quelques deniers qui lui permettent ensuite de construire un petit peu son empire nocturne. Les ressources représentent un petit peu l'argent que tu as pu stocker, mettre de côté et que tu peux utiliser voilà, quand bon te semble pour pouvoir t'équiper ou t'armer. C'est une ressource. Enfin, les ressources sont vraiment l'accumulation de biens monétaires. Le mentor, Don Mazzarino, dont on a parlé plus tôt, est cet abbé qui avait recueilli Anselme après qu'il a été envoyé par Gilles Pin à l'abbaye. Tu peux suivre sur la chaîne YouTube pour la première saison de Vampire, l'âge des ténèbres. La génération est un historique un peu particulier. Ça représente la proximité du sang d'Anselme à celui du premier des vampires. Cain. Donc plus on a de générations, plus notre sang est proche de notre ancêtre commun. Ah, il faut peut-être parler alors de l'ancêtre commun, en tout cas de l'histoire qui est racontée par les plus anciens seigneurs de la nuit. Tu peux le faire si tu Oui. le souhaites, je pense que tu as... Donc on appelle les seigneurs de la nuit des Caïnites. Ah, en tout cas, c'est un terme que les seigneurs de la nuit utilisent entre eux pour se nommer, pour se différencier aussi des mortels. Et voilà, selon l'histoire racontée, le premier seigneur de la nuit créé dans l'histoire serait Caïn, le frère d'Abel, celui de la Genèse, celui de la Bible. Caïn
aurait sacrifié son frère, euh, jaloux que son frère Abel soit le préféré de Dieu, et Dieu l'aurait puni. Tout ça est dans la Genèse de la Bible, et en le punissant, il l'aurait maudit. Et selon les Seigneurs de la Nuit, cette malédiction aurait transformé Caïn en, en premier Seigneur de la Nuit ou premier Caïnite. Et ensuite, Caïn aurait été banni du royaume des hommes, aurait erré pendant longtemps, puisqu'il était éternellement maudit par Dieu, mais souffrant de solitude, il serait revenu vers les hommes et aurait trouvé un moyen de partager sa malédiction, de la transmettre à d'autres pour ne plus se sentir seul. Il aurait donc créé une seconde génération de vampires, de caïnites, de seigneurs de la nuit, et cette seconde génération aurait elle aussi à son tour euh, bravé l'interdit de Caïn, qui ne voulait pas que sa malédiction se transmette trop, et ils auraient créé à leur tour des caïnites, la troisième génération, puis une quatrième génération, puis une cinquième, puis une sixième, une septième, et au Moyen-Âge, nous en sommes à peu près à la huitième génération. Si l'on regarde le background génération, il y a 3 points, ce qui se traduit par la 9e génération de caïnites indiquée tout en haut de la fiche de personnage, et juste en dessous du clan. Alors le clan, c'est l'autre nom pour la lignée. Dans l'histoire des caïnites, la 3e génération était au nombre de 13. Et chacun d'entre eux aurait imprimé dans son sang et dans les 4e génération et les générations suivantes une partie de leur personnalité. Ce qui fait que ces 13 fondateurs de lignées, fondateurs de clans, auraient marqué de leur personnalité chaque lignée suivante, et il y aurait donc 13 lignées, 13 clans de caïnites qui existeraient donc dans le monde connu au Moyen-Âge, c'est-à-dire l'Europe et l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et l'Orient, l'Asie. Voilà pour le résumé de l'histoire des générations. Et donc, Anselme, avec ses 3 points de génération, passe à l'historique suivant, qui est sa hunger, sa faim. Elle est à 2. Alors pour Anselme, c'est un peu particulier. Elle ne peut jamais être en dessous de 2. C'est sa malédiction qui est liée à son clan, sa malédiction qui est liée à sa lignée, comme Manéric vient de l'expliquer. Anselme a toujours quelque part un peu faim. Ou soif, oui. Soif pour un vampire, effectivement. Et Anselme possède des serviteurs, des gens qu'il a liés par son sang, car nous, Seigneurs de la Nuit, possédons des pouvoirs très particuliers dans notre sang. Pour les mortels, ce sang est addictif. Parfois tellement addictif qu'ils sont prêts à tout pour nous. Ils nous apprécient, ils nous aiment même, selon le nombre de fois qu'ils ont bu de notre vitae. Tu as peut-être d'autres explications à donner Non, sur ça. non, ça me va. On peut passer aux vertus d'Anselme. Au nombre de 3 pour tous les caïnites, la conscience, la maîtrise de soi et le courage. La conscience, ça représente notre capacité à rationaliser et à accepter peut-être les méfaits que l'on commet. Plus un vampire a de conscience, et plus il peut justifier par sa morale, parfois, Ses actes. ses actes. Voilà. Il va être plus à même, un vampire avec beaucoup de conscience sera beaucoup plus à même d'acquitter sa conscience de ses méfaits. De préserver son éthique, un petit peu. C'est cela. Tu vois qu'Anselme, avec 2 points de conscience,
parfois se laisse aller à l'insensibilité. Anselme a beaucoup de maîtrise de lui-même. Il a beaucoup de self-control. Il évite de devenir une bête sauvage lorsque le sang est autour de lui. Parce que nous sommes des bêtes, il ne faut pas se leurrer, nous les seigneurs de la nuit. Si l'on absorbe du sang, on est grisé par ce liquide chaud qui coule dans notre gorge et qui nous anime chaque soir. Et on peut perdre le contrôle sur nous-mêmes, laisser notre bête intérieure agir à notre place si l'on ne fait pas attention, parce qu'elle est toujours là, tapie, et attend le moindre moment pour s'exprimer. Alors, pour préciser, la bête intérieure est une force sauvage et incontrôlable que chaque Kainite a en lui au moment où il est transformé. Ça fait partie de la malédiction divine, selon certains. Et c'est cette bête intérieure qui pousse à la soif et qui devient de plus en plus incontrôlable quand cette soif augmente en niveau. Donc pour la lignée des Broujas à laquelle appartient Anselme, c'est un combat constant contre une soif qui ne disparaît jamais. Et le self-control permet de lutter contre cette force pour ne pas péter les plombs, pour ne pas perdre le contrôle et ne pas laisser cette bête intérieure prendre les décisions à sa place et justifier les actes monstrueux qu'elle fera par son corps, comme une possession temporaire. Mais ce n'est pas tout à fait une possession, car le Kainite n'est pas juste un témoin passif. Quand il est pris et quand il choisit de laisser cette bête intérieure s'exprimer à sa place, il accepte les choix que cette bête intérieure fera pour lui. Et c'est là ensuite qu'intervient la conscience et un peu la remise en question et le côté... c'est la morale ensuite de son expérience et de son apprentissage qui décidera si son éthique est rongée par sa bête intérieure ou s'il arrive à sauvegarder ses souvenirs de mortel. Cette bête intérieure, c'est aussi à partir d'elle que naissent toutes les disciplines. Tout à l'heure, Meblo disait que c'était en concentrant son sang que ces disciplines s'activaient, mais en fait, ces disciplines-là ont pour source sa bête intérieure. Et ça, c'est un point commun qu'à toutes les lignées, que tous les Kainites ont, comme la peur du soleil. Voilà. C'est pour ça que certains seigneurs de la nuit pensent que cette bête intérieure fait partie intégrante de la malédiction divine. Et la dernière vertu, le courage. Ça va définir aussi un autre degré de contrôle qu'on peut avoir sur sa bête. Parce que notre bête, elle est là aussi pour être préservée. Elle a peur de la destruction. Et s'il y a bien des choses qui peuvent nous effrayer, c'est le soleil ou les flammes qui sont pour nous extrêmement mortelles. Et lorsque l'on est sujet à la proximité avec du feu ou le toucher d'un rayon de soleil, notre bête s'exprime d'une autre manière, pas en frénésie destructrice, mais en crainte incroyable. Une peur forte nous saisit. Une panique, oui. Une panique. Le courage, ça permet à notre personne d'essayer de maintenir le contrôle lorsque cette panique surgit. Sans courage, un vampire face aux flammes peut se mettre à fuir désespérément le lieu où il était. Et évidemment, tout ce qui se trouve sur son passage. Évidemment, tout ce qui se trouve sur son passage à ce moment-là devient ennemi de sa bête. Il faut se survivre à tout prix. C'est comme des obstacles à éliminer. Voilà, donc ça c'est la particularité du courage. Alors le courage peut aussi intervenir pour des moments
de grandes peurs, mais qui ne sont pas forcément associées aux faiblesses surnaturelles des Seigneurs de la Nuit, comme par exemple voir une grande armée de combattants en face de soi peut demander du courage, ou voilà, certains choix peuvent demander du courage face à une source de peur qui pourrait voilà, provoquer aussi la panique chez des mortels qui n'ont pas de bête intérieure. Et la vertu de courage voilà, peut intervenir aussi bien face à des menaces surnaturelles voilà, liées à la nature des seigneurs de la nuit, comme le feu et la lumière du soleil, mais aussi à d'autres formes de peur plus classiques, plus logiques, qu'on peut, nous, en tant qu'êtres humains, comprendre comme par exemple un loup menaçant ou un ours peut provoquer la peur et demander un test de courage au personnage. À la différence du self-control qui, lui, là, vraiment est une statistique qui va essayer de retenir la bête intérieure pour pas qu'elle prenne le contrôle temporairement de l'esprit et du corps du personnage. Voilà. Tu veux qu'on fasse un tour sur d'autres choses? La voix? Oui, ou peut-être la volonté et la réserve de sang. La voix, c'est associé à la moralité. Voilà. Mhm. Très bien. Donc, on dispose tous d'une certaine volonté. Plus cette caractéristique est grande, et plus plus l'on est capable d'avoir de l'entrain pour les actions que l'on veut entreprendre. Une volonté importante nous permet d'endurer dans des cas difficiles, parfois même réaliser des actions que l'on n'aurait pas réussi si l'on était d'une volonté plus faible. Et il existe deux caractéristiques qui sont marquées ici. Tu vois, il y a deux pistes qui permettent de noter la volonté. Une piste supérieure qui est la volonté permanente, c'est le maximum de volonté que Anselme pourra avoir. Et une piste inférieure qui est la volonté temporaire, parce que les points de volonté, on peut les dépenser lorsqu'on entreprend des actions pour nous assurer d'avoir au moins une réussite sur ces actions. C'est dans la mécanique de jeu. Du coup, évidemment, plus tu as de points de volonté, plus tu peux dépenser cette volonté temporaire pour pouvoir réussir des choses qui, normalement, auraient été extrêmement difficiles ou impossibles, ou pour atténuer nos échecs quand on en a. Voilà. On a ensuite le sang, ce qui est noté Blood Pool, qui, pour un humain, représente simplement la première ligne, les 10 croix qui sont notées ici. Lorsque un kainite est de génération supérieure, il peut emmagasiner dans son système plus de sang, plus de vitae. Il va concentrer. Et au fur et à mesure que les nuits passent, on va perdre de ce sang. C'est pour ça d'ailleurs que pour subsister, on doit le récupérer à l'extérieur, parce que rien ne nous permet de le fabriquer, autrement qu'en le prenant chez les autres. Nous sommes des parasites. À peu près, un point de sang va représenter à peu près, alors que je dise pas de bêtises, 50 centilitres. Voilà. Et pour la volonté, en plus de pouvoir permettre de réaliser des exploits, voilà, surmonter des obstacles qui paraissent extrêmement difficiles, ça permet aussi de se protéger contre les manipulations mentales. Voilà, de se faire manipuler, influencer. Je ne sais pas si tu l'avais précisé, donc... Non, je ne l'avais pas précisé, donc tu fais bien Ok. de le préciser. Et la réserve de sang que peut contenir le corps d'un vampire
est plus ou moins grande par rapport en fait à sa proximité avec le sang des plus puissants vampires, c'est-à-dire des plus anciens, donc des plus proches du vampire originel, enfin du Khaenit ou Seigneur de la Nuit originel. Et donc un 9e génération comme Anselm aura une réserve de sang plus limitée, moins grande qu'un 4e ou 5e génération. Plus la génération est basse, plus on se rapproche du premier vampire et donc plus le sang est puissant. Ben, c'est pas mal du tout. Là, t'as vraiment résumé en détail et ton background et la fiche de personnage. Voilà. Ce qui te permet de connaître un peu plus Anselme et de rationaliser un petit peu, de comprendre un peu les choix que je fais lorsque je joue, si ça peut t'aider. Alors, avez-vous un personnage de 4e ou de 5e génération? Alors, dans l'histoire que l'on fait, non. Mais ils en ont rencontré des personnages de l'histoire qui sont de 4e ou de 5e génération, oui. Et c'est des personnages, bizarrement, quand ils nous disaient de faire quelque chose, on avait envie de le faire. On n'avait pas trop envie d'aller leur pisser sur les poules. C'est des personnages qui, dans l'histoire, peuvent être considérés comme des demi-dieux ou comme des personnages qui ont eu un impact énorme sur l'histoire. Et par exemple, il y a un Khaenit de la 4e génération qui dirige tous les vampires de Paris et de sa banlieue. Il s'agit d'Alexandre le Grand, donc un personnage historique qui, dans le monde de Vampire, l'Âge des Ténèbres, a été transformé en Seigneur de la Nuit et qui a bouleversé le monde par ses actes et par son existence. Mais il y en a d'autres. En général, ces personnages-là sont tellement puissants qu'ils manipulent très facilement tous les plus jeunes seigneurs de la nuit et les poussent à s'affronter les uns les autres dans une guerre politique qui est appelée le djihad et qui est, dans les légendes, une guerre éternelle, car les seigneurs de la nuit sont immortels. Et donc ça, c'est l'histoire que j'ai écrite, oui. Mais je ne l'ai pas inventé ou je ne l'ai pas sorti d'un chapeau comme ça au hasard. Je me suis inspiré bien sûr d'ouvrages du jeu qui expliquent que, par exemple, Alexandre le Grand ou Mithras sont des personnages historiques tellement anciens que leurs activités restent floues, leur disparition reste floue, et donc dans le monde de Vampire l'Âge des Ténèbres, c'est utilisé pour en faire de très très vieux et très puissants seigneurs de la nuit. Exactement, je me sers d'une base pour illustrer ou pour colorer un petit peu l'histoire. Bon, je ne sais pas si c'est le terme adéquat, mais j'espère que ça reste compréhensible. Et si vous voulez, on peut passer à un deuxième exemple de personnage, celui de Simon. Ouais, c'est bien parce que Simon en plus représente une autre classe, la classe des guerriers. Ouais. Au Moyen-Âge, il y a 3 grandes classes sociales. La société au Moyen-Âge est divisée en 3 classes sociales. Les laborieux, qui sont le peuple, les travailleurs, au service des 2 autres classes, et un petit peu des esclaves libres, on va dire, dans une certaine mesure.
La deuxième classe sociale au Moyen-Âge est le porteur d'armes, qui a Le donné bel naissance à la noblesse et qui est différencié des laborieux par le droit qu'il a d'utiliser des armes pour défendre les laborieux et aussi pour eh bien, juger, punir. Ce sont ceux qui ont les armes, donc ce sont les plus costauds. La troisième classe sociale au Moyen Âge, ce sont les oracles ou les oratores, ceux qui ont un peu l'illumination. Ce sont les religieux, ceux qui ont le droit à l'éducation, à la connaissance, qui vont guider les hommes d'armes et qui vont punir ou libérer de leurs fautes les laborieux. Et du laborieux à l'homme d'armes puis aux oracles, l'importance monte. Et ce sont les religieux qui sont les plus importants, les plus écoutés par les deux autres classes au Moyen-Âge. Voilà. Et donc Simon, de son vrai nom Simon Lachambre, lui est donc un combattant, un bellatores. Donc il a eu la chance de naître noble. Donc avec tout ce que ça implique, donc une éducation, que ce soit de la lecture, du latin, avoir un petit peu de sens critique et surtout apprendre à maîtriser le maniement des armes, notamment qui était qui est l'arme la plus connue, même si ce n'est pas automatiquement celle que tout le monde aura. N'hésite pas à bien approcher ta bouche de ton micro, parce que ça coupe un petit peu, s'il te plaît. Donc, Simon, lui, est le premier-né du vicomte de Maurienne. Donc, pour ceux qui font du ski à l'heure actuelle, c'est une des vallées où il y a les grandes stations de ski de la Savoie. Famille qui, à l'époque, est une famille vassale donc, du comte de Savoie, Thomas Ier. Simon donc, est éduqué pour prendre la succession de son père en tant que premier-né, dans l'ordre logique de succession. Sauf que Simon, ce qui l'intéresse plus particulièrement, c'est la stratégie militaire et le combat plus que la politique et la lecture. Heureusement pour lui, il a un petit frère qui est un peu tout l'opposé. Et qui est un petit peu tout l'opposé, et c'est quelque chose qui va beaucoup aider dans l'avenir. En effet, bien que chrétien, parce qu'au Moyen-Âge, l'ensemble de l'Europe est croyante, tous ne sont pas dévots. On parle même de noblesse laïque. Bien que la religion soit respectée, parce qu'on ne sait pas expliquer autrement les choses, certains vont dire la respectent moins que d'autres. Simon fait partie de cela. L'Église, il la tolère, mais parce qu'il n'a pas le choix. C'est eux les patrons, et malheureusement, des fois ça marche, des fois ça marche pas, et là, il est en conflit ouvert avec l'archevêque de Maurienne. Tant est si bien que pour préserver la paix en Maurienne, pour ne pas affaiblir ses positions et du coup ne pas affaiblir le comté de Savoie, avec quelques-uns de ses soldats, Simon décide d'organiser l'assassinat de l'archevêque, alors que celui-ci part en retraite à Rome. L'avantage pour Simon, c'est qu'à l'époque, il faut passer par l'école des Alpes, et comme on le sait tous, la montagne, ça reste un endroit dangereux. Donc Simon, tout noble qu'il est, il s'est quand même déshonoré par cet acte, et pour lui, il n'est plus question de prendre la succession de son père. Il décidera donc d'abdiquer pour laisser le trône.
pour laisser pour laisser son titre à son jeune frère. Il partira donc en tant que mercenaire sur les routes du royaume des Francs. Et c'est dans ce contexte-là où Simon va faire la rencontre de l'univers de la nuit. Grâce à la personne qu'il aura étreinte, qu'il aura faite, celle qu'il appellera sa dame, Nyx. Là, il a eu une éducation. À partir de ce moment-là... Attends, ça a coupé là. Ah, pardon, ça a coupé où? Ouais, quand tu as commencé à parler de ta dame. D'accord, sa dame donc, qui se faisait appeler Nyx. Donc là, comme Meblo en a parlé tout à l'heure, il y a des lignées différentes de vampires, enfin de seigneurs de la nuit, pardon. Et effectivement, Simon en est d'une différente, où les méthodes d'apprentissage sont différentes également. Là où... Alors peut-être décrire un peu ta dame. Ta dame était une guerrière un peu sauvage. Et elle apprécia en fait l'audace de Simon d'assassiner dans les montagnes l'ancien archevêque de Maurienne. Et elle vit en lui, elle eut une vision d'un héritier de la lignée à laquelle elle appartient. Et donc les méthodes d'éducation de cette lignée sont quelque peu différentes de celles qu'a pu recevoir Anselme. Effectivement, après son étreinte, après quelques explications pour qu'il comprenne bien sa nature, Simon a dû apprendre à se débrouiller seul dans la nature, à développer ses talents et à développer ses connaissances du monde de la nuit. Apprentissage qui aura duré somme toute 2 années. Et qui a pu être écourté par un petit événement qui a profondément marqué le soldat et qui a ancré en lui une volonté de vengeance, une vengeance qu'il n'a toujours pas accomplie, même s'il a fait quelques pas en ce sens. Effectivement, des soldats, pareil, du monde de la nuit, toujours, appartenant à une autre lignée encore, ont débarqué d'Allemagne. Enfin, l'Allemagne n'existait pas encore à l'époque, ont débarqué des régions germaniques, enfin du Saint-Empire, pardon, plutôt, Oui. romain germanique. C'est ça. Et ont détruit, sous ses yeux, sa dame. Alors, juste pour préciser, quand Simon quitta le domaine familial, il emmena avec lui ses soldats qui l'aidèrent à assassiner l'archevêque, mais au moment où ils partirent, Simon décida de laisser à ses soldats la liberté de suivre leur propre destin et de se séparer pour préserver le terrible secret qu'ils avaient mis en place, c'est-à-dire l'assassinat de l'archevêque, qui était un acte hérétique à l'époque. Oui. Donc il se sépara de ces hommes et leur redonna la liberté. Et c'est ensuite qu'il rencontra sa future dame qui voyait en lui un grand guerrier qui avait été audacieux, qui avait été capable d'assassiner l'archevêque et qui était désormais seul. Et c'était très important pour la lignée de Nyx, sa dame, la seigneur de la nuit, la femme seigneur de la nuit. Il fallait elle cherchait en fait un héritier au pouvoir de son sang qui soit isolé et qui devait apprendre à survivre seul en forêt. Et donc, elle le forma pendant 2 ans à la survie en forêt, après l'avoir étreint. Et heureusement pour Simon,
les pouvoirs de la lignée de Nyx permettaient au Seigneur de la Nuit de survivre seul dans la nature. Voilà. C'est la seule lignée d'ailleurs qui permet cela. Voilà, effectivement, cela a donné à Simon des dons particulièrement utiles et adaptés à la vie isolée. Et donc, Nyx avait quand même quelques relations dans le milieu des Seigneurs de la Nuit, et peu de temps avant cet incident, elle avait transmis à Simon de, s'il lui arrivait malheur, d'aller prendre refuge et de devenir le protecteur du domaine de Don Mazzarino, évêque de l'abbaye de... Abbé, seulement. Abbé, pardon. Abbé. Oui, évêque de l'abbaye, ça marche pas, effectivement. Abbé de l'abbaye de Saint-Martin, si je ne me trompe. Saint-Marcel, dans la banlieue Saint-Marcel, parisienne. Voilà, Saint-Marcel en premier et ensuite Saint-Sauveur. Et donc c'est à ce moment-là, effectivement, que les aventures, que les chroniques avec Simon ont débuté. Et donc c'est à l'abbaye de Saint-Marcel que Saint-Marcel. Simon rencontra Contre Anselme Anselme. et découvrit que son mentor Don Mazzarino, l'abbé de Saint-Marcel, était aussi le mentor d'Anselme. Et finalement, c'est ce mentor-là, ce seigneur de la nuit qui se faisait passer pour un abbé, qui va pousser les deux personnages à s'associer. Voilà. Donc ensuite, d'un point de vue, on va dire... Non, je ne vais pas redétailler l'ensemble des attributs sur Anselme, l'ensemble de ce qui vient d'être dit, parce qu'Anselme l'a très très bien... Décrit, mais disons que logiquement, Simon a plus un profil d'un combattant, donc il va être fort dans le physique. Voilà. Dans le physique, dans les armes, il a aussi quelques connaissances en stratégie militaire et en étiquette noble, qu'il a appris durant sa vie mortelle d'humain. Donc voilà, et à partir donc, de l'histoire humaine comme on l'a écrit, une fois que le personnage a été créé, ses connaissances ont été réparties donc, sur la fiche de manière cohérente avec l'histoire. Effectivement, Simon qui délaissait ses études pour le maniement des armes, on se rend compte que il a appris à lire, à compter, et ça s'arrête là. Il a appris les rudiments de la loi, mais voilà, ça va s'arrêter là. Contrairement au maniement des armes, à la bagarre, au commandement, et à la survie. On peut voir que les domaines qui l'intéressaient sont beaucoup plus développés que ceux qui ne l'intéressaient pas. Alors combien d'heures de jeu sur cette histoire? Donc cette histoire-là, c'est un peu la première saison. Même si non, c'est même pas la première saison, puisque la première saison, c'est la première mission que leur a confiée l'abbé Don Mazzarino pour renforcer la position de l'abbaye de Saint-Marcel dans la banlieue parisienne, un peu vis-à-vis de tous ces anciens vampires, de tous ces anciens seigneurs de la nuit de basse génération qui dirigeaient la ville de Paris dans les ombres. Et entre autres du roi du domaine qui était Alexandre le Grand. Mais chaque saison doit faire à peu près entre 30 et 40 heures de jeu. Ouais. Voilà, pour répondre à Cristal. On y passe un petit peu de... Mais c'est toujours du plaisir, en fait, ces heures de jeu. Donc, on peut voir une lignée donc, de seigneurs de la nuit différentes, et on peut donc voir au niveau dans les advantages, au niveau des disciplines, et bien justement des disciplines différentes de celles d'Anselme. Donc, la première est protéane, donc justement une discipline qui est propre à la lignée de Simon. Alors, on n'a pas encore nommé sa lignée, mais tu peux le dire. Elle est indiquée en haut de la fiche de personnage, dans la case clan. Clan. Voilà. Donc voilà, qui est une discipline qui est propre au clan Gangrel, qui, là, tout à l'heure, on a parlé de la bête, c'est une capacité qui permet de prendre certaines caractéristiques de la bête
temporairement. Alors, pour préciser, protéane permet, comme l'indique la racine du mot, de transformer son corps. Donc, quelque chose de très pratique, ne serait-ce que au début de pouvoir y voir dans le noir, à l'instar des prédateurs félins et d'autres prédateurs nocturnes, d'avoir des griffes à la place de ses doigts, toujours très pratique, ne serait-ce que pour escalader un mur, marquer son territoire en forêt, Même se défendre à la place d'une ou épée. ou se défendre, effectivement, très efficace. Les griffes du clan Gangrel peuvent remplacer les lames des épées. Et les remplace même très bien, voire mieux. Donc, et d'autres capacités tout aussi intéressantes quand il n'y a aucun abri et qui permet de nous abriter complètement de la lumière du soleil. En se fondant dans le sol. Alors, donc, si on possède également des compétences qui sont nommées fortitude, donc là qui ne sont pas exclusives au clan Gangrel mais qui vont être partagées par d'autres clans. Donc capacité qui permet d'avoir un corps beaucoup plus résistant que le corps des autres vampires. Et donc qui va leur permettre, dans une moindre mesure, de mieux tolérer la présence des flammes que d'autres. Ensuite vient l'animalisme, donc technique que Simon a appris à Anselme lors de leur rencontre, donc, qui permet effectivement de parler à un animal et de se faire accepter par eux, mais qui, au fur et à mesure qu'on va développer cet aspect-là du sang, va permettre d'appeler à soi des animaux, voire de pouvoir tenter et corrige-moi si je me trompe, là je fais peut-être un mix entre tes règles et d'autres, de calmer justement la bête qu'il va y avoir chez d'autres seigneurs de la nuit. Alors, l'animalisme à bas niveau permet donc d'en appeler au pouvoir de ta bête intérieure pour ne pas faire peur aux animaux, disons, naturels, qui ont des instincts, ils vont ressentir la menace passive, ils vont ressentir l'aspect prédateur chez les seigneurs de la nuit et vont en avoir peur. L'animalisme permet de cacher complètement cette menace latente et de faire croire aux animaux qu'ils sont inoffensifs, qu'ils ne sont pas leur ennemi, ils ne vont pas être des prédateurs pour eux. Et donc les animaux ne vont pas avoir peur du Seigneur de la Nuit grâce au pouvoir, à la discipline d'animalisme. Et quand on améliore ce pouvoir-là, la propre bête intérieure du Seigneur de la Nuit peut ressentir la bête intérieure dans les autres seigneurs de la nuit et peut soit leur provoquer la panique ou soit leur provoquer le calme. Et effectivement, il y a une espèce d'influence de la propre bête intérieure du seigneur de la nuit sur les autres seigneurs de la nuit. Donc animalisme, en augmentant le pouvoir de cette discipline, peut influencer les autres seigneurs de la nuit, plutôt vers le calme ou plutôt vers la peur. Ensuite, au contact d'Anselme et d'autres semblables de la nuit, donc Simon a pu développer d'autres pouvoirs qui n'étaient pas dans son sang initialement, donc la potence, donc comme on l'a vu, qui permet d'accroître ses capacités physiques, et la célérité, qui permet d'agir plus rapidement. Donc, ensuite, à l'instar d'Anselme, on va retrouver des backgrounds, donc un qu'on peut voir commun aux deux, donc le mentor Don Mazzarino, qui est le lien initial entre les deux personnages. Les servants, donc Simon a plus quelques points, parce qu'au fil de ses aventures, s'entendant beaucoup mieux avec les animaux qu'avec les êtres humains, Simon s'est attaché les services, grâce à son sang, de deux animaux. Un cheval qui lui permet de se déplacer quand même plus rapidement qu'à pied, et une chauve-souris qui lui sert la plupart du temps d'éclaireur ou parfois de messager quand il doit communiquer avec Anselme et que les deux ne sont pas
proches l'un de l'autre. Anselme ayant cette capacité de communiquer avec les animaux aussi. Alors, ce qui est intéressant dans l'historique, le background servant, euh, entre Simon et Anselme, on voit bien la différence entre les deux lignées, où Anselme va plutôt choisir de faire boire son sang à des mortels qui vont devenir dépendants et des serviteurs dociles pour pouvoir avoir une nouvelle dose de son sang. Et lui, Simon, lui, va plutôt s'intéresser à faire boire son sang addictif à des animaux et va plutôt s'entourer de serviteurs animaliers plutôt que de serviteurs Homo sapiens, si on peut dire ça comme ça. Donc ensuite, on retrouve des choses similaires, mais pas forcément avec les mêmes personnes derrière, donc en contact, alliés. Génération également, ainsi que ressources. Et ressources, un petit point de détail, mais qui dénote aussi des choix de vie des personnages. Là où Anselme avait des ressources assez développées, on peut voir que Simon, bien que noble, a choisi de vivre avec très peu de ressources. Concrètement, quand ses seules richesses sont ce qu'il porte sur lui. Alors c'est logique. Voilà. C'est compliqué de stocker de l'argent quand on a décidé de vivre en solitaire, en survivant. Et c'est un peu le choix de vie qu'ont les seigneurs de la nuit de la lignée Gangrel. Ils ne comptent que sur eux-mêmes. Ils ne font pas attention, ils ne donnent pas trop d'importance à l'aspect matériel des choses et grâce à leur discipline, entre autres de protéane qui leur permet de modifier leur corps, eh bien, ils ont besoin d'un minimum de confort matériel pour pouvoir survivre, à la différence des autres lignées qui seront, eux, liés et dépendants du confort en général des humains. Voilà. Et donc là, on peut noter une différence également avec la lignée donc Brouja d'Anselme. C'est qu'Anselme avait dans ses backgrounds une malédiction qui apparaissait, qui était la hunger, et là qui n'est pas présente chez Simon. Effectivement, le clan Gangrel ne souffre pas de cette malédiction qui va les rendre plus affamés que l'ordinaire. Donc ensuite, au niveau des vertus, conscience et le contrôle courage, encore une fois, cela ne change pas par rapport à Anselme. La répartition des points vient du fait de l'histoire du personnage et des conditions impliquées par sa lignée vampirique, enfin, par sa lignée de seigneur de la nuit. On va retrouver Hunger dans la catégorie Other Traits. Pourquoi? Parce que notre cher MJ Manrique a voulu mettre cette petite règle. Plutôt que nous dépensions nos points de sang au niveau du blood pool pour activer nos compétences, enfin nos disciplines, on peut choisir de nous affamer à la place. Donc on va noter du coup en cochant les cases en face de Hunger. Et plus nous aurons faim, plus certaines de nos compétences, notamment sociales, et notre capacité à résister à notre bête intérieure sera difficile. Le willpower sert à résister aux manipulations de l'esprit et à faire des exploits, comme pour tous les Kainites finalement. Voilà. Donc ensuite là, on peut voir une petite différence au niveau du blood pool avec Anselme, qui est liée en fait à leur différence de génération aux deux, parce qu'on peut voir tout en haut de sa fiche que Simon est de 8e génération, et ce qui va lui octroyer par rapport à Anselme le fait qu'il peut utiliser plus de sang à la fois. Là où Anselme va pouvoir activer que 2 fois sa vitae, donc son sang, Simon, lui, en même temps, pourra l'activer 3 fois. Et on va retrouver, juste à côté, du coup, la description de la malédiction liée au clan Gangrel. Donc là où les Broujas vont être plus facilement énervés et agacés,
Les gangrels, eux, à chaque fois que leur bête va prendre le dessus sur eux, eh ben, ils vont se trouver, au niveau physique, se trouver gratifiés d'un trait animal, que ce soit Une une queue, marque. des oreilles, C'est une marque physique. physique. Donc, et là, par exemple, actuellement, si la chevelure et la pilosité de Simon ressemblent plus à une fourrure qu'à un pelage humain, il possède des oreilles pointues comme celles d'un loup ou d'un chat. Ses mains sont restées crochues. Ses dents de vampire, bah, alors que, alors que les autres peuvent les rétracter pour avoir une apparence plus humaine, celles de Simon sont en permanence sorties, donc il a toujours deux grandes canines qui dépassent. Et histoire de compléter le tableau, il a les mêmes yeux que ceux d'un loup. Donc effectivement, à partir de tout ça, il est très facilement compréhensible que ces soldats le prennent pour un démon. Et c'est un petit peu la malédiction de la lignée des gangrels, et c'est ce qui les pousse un petit peu à s'isoler. C'est que ces marques de bêtes qui se forment sur son corps au fur et à mesure vont forcément l'amener à être jugé par les mortels comme une menace. Des crocs permanents, on imagine bien que c'est terrorisant pour des humains qui, à l'époque du Moyen Âge, pouvaient voilà, tout traduire en bien et en mal avec la religion qui guide le peuple. Ce sont des repères moraux ou même intellectuels qui sont guidés par la religion. Et donc, voilà, c'est inévitable que le gangrel soit poussé vers l'isolement, Ouais. soit par choix, soit par le destin, ou en tout cas par l'éternité qui avance et qui le fait fatalement se rapprocher petit à petit des monstres des légendes. Voilà. Donc voilà, ça c'était la présentation, le profil un petit peu de Simon. Et le troisième personnage, Hugues Lavenay, le personnage de Danak, lui a un profil d'oratore, d'oracle, et c'est un religieux. Il a été formé par l'Église, et ses caractéristiques sont associées à son passé de religieux. Voilà, il a servi je crois qu'il a participé au début de l'Inquisition et ensuite a été commandité par l'Église pour aller enquêter sur les activités de l'abbaye de Saint-Marcel. Arrivé là-bas, il a rencontré l'abbé Don Mazzarino, hein, le mentor de Simon et d'Anselme, et petit à petit s'est fait influencer par ce seigneur de la nuit et au final, il l'a empêché de continuer ses activités d'inquisiteur en le transformant, en lui donnant l'héritage de la lignée de Don Mazzarino. Et le personnage de Hugues Lavenay, le religieux, était condamné à servir les seigneurs de la nuit en devenant un, lui, à son tour. Et c'est pour ça que il est devenu seigneur de la nuit et au début il était désespéré, mais l'abbé Don Mazzarino lui a imprimé dans l'esprit la possibilité d'un destin autre que d'être un démon pour toujours. Et la preuve en c'était que Don Mazzarino lui-même était un seigneur de la nuit et pourtant il arrivait quand même à diriger l'abbaye de Saint-Marcel et à veiller sur les moines qui y habitaient. Et le destin des seigneurs de la nuit n'est pas forcément de se nourrir et de massacrer les vivants. Ils peuvent aussi les garder comme des bergers, gardent le troupeau de moutons. Mais là, le berger est un loup.
dans l'analogie. Et donc, Hugues est devenu l'infant, le descendant de Don Mazzarino, et Don Mazzarino lui a promis l'héritage de l'abbaye en échange d'épreuves qu'il a à passer pour prouver sa fidélité et sa loyauté envers le monde de la nuit et les seigneurs de la nuit, et plus particulièrement son sire, Don Mazzarino, et ses deux bras droits, Anselme et Simon. Ouais. Parce que bien que Simon et Anselme ont l'air plus âgés, plus expérimentés que Hugues, dans les faits, de par sa nature d'oratores, le personnage de Hugues est en fait, pareil dans les Le faits, supérieur, le supérieur de Simon et d'Anselme. exactement. Mais on peut voir qu'au niveau de ces disciplines, les pouvoirs de la bête intérieure sont moins développés et sont différents puisque les trois personnages font partie de 3 lignées différentes des 13 lignées existantes chez les seigneurs de la nuit. Voilà, il a aussi une réserve de sang, un blood pool et une forte volonté, hein, comme appris donc, voilà, lors de l'éducation des religieux. Par contre, il a perdu beaucoup de repères moraux et sa conscience est vraiment détruite au fur et à mesure qu'il avance dans le monde de la nuit. Et il a de moins en moins de moralité et d'éthique. Et il se considère de plus en plus comme un monstre froid, un mort-vivant qui, qui dirige la nuit plutôt que comme un, un prédateur qui s'adapte et qui respecte encore les proies autour de lui. Il oublie petit à petit ses souvenirs de sa vie d'humain et s'attache beaucoup plus à sa nouvelle nature dans l'instant présent. Voilà.